Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération en La mission à Racaille consacre aujourd'hui un grand photographe, enfin pas par la taille mais par l'œuvre, Gérard Rondeau, qui vient de la glisser sauvagement à l'âge de 63 ans, c'est ça, camarade? Je le vérifie toujours auprès de mon encyclopédie sur 2 cannes. Faut voir les gambettes. Hein. Bon, tout de suite, parce que ça, il n'y a pas d'interruption de cette émission, ça se Demi Pikachu, va vous en causer d'ailleurs, elle va vous introduire avec Gérard Rondeau les chroniques d'un portraitiste. Ouais, en fait, Gérard Rondeau, nous on l'a découvert donc par le biais de Robérol, parce que tu avais un DVD sur Robérol et qu'on a vu que c'était lui qui avait côtoyé Robérol pendant de longues années et qu'il avait photographié et filmé. Du coup, on a eu les sens un petit peu en alerte et quand on entendait parler de Rondeau, on faisait un peu plus attention. Et je sais pas si effectivement c'est un photographe qui n'était pas connu comme les Douaneaux, les Cartier-Bresson. Donc voilà, là il vient de mourir. Il y avait un petit article sur Culture Box et ça nous a donné envie, d'en parler un peu plus et de découvrir, d'approfondir son œuvre. Alors j'ai emprunté à la bibliothèque de Montreuil un livre qui s'appelle donc Chronique d'un portraitiste. Si elle existait pour la bibliothèque de Montreuil, je pense qu'on ferait dans cette émission. Et voilà, donc lui, il a écrit une introduction que je vais vous lire par rapport à tout le boulot qu'il a fait autour de ses portraits. De l'exercice du portrait. Arriver dans un village, un paysage, une rue, chercher l'adresse exacte, faire le tour d'une maison, vérifier un code d'entrée, comprendre où il vit, comment il vit, qui sont ses voisins, quels sont les arbres familiers qui l'entourent, deviner si son environnement le préoccupe ou non, le connaître avant de le rencontrer. Savoir s'il vit comme un ermite ou un homme du siècle et si sa maison lui ressemble, se rassurer par la lecture d'un nom sur une sonnette avant de l'affronter, s'approprier son territoire, le connaître avant de le rencontrer. Sonner, entrer, sourire et en même temps appréhender l'intérieur, les lumières, deviner des habitudes. Se sentir gêné d'être soudain dans le salon, la chambre ou la cuisine de quelqu'un que l'on connaissait par les textes ou par une œuvre, s'excuser d'être indiscret. Se trouver face à André d'Hôtel au milieu de ses valises, prêt pour un ultime voyage, découvrir un livre de Louis-René Desforêts sur la table de nuit de Carla Bruni, subir un loft new-yorkais la musique assourdissante d'un catering qui se sait condamné, écouter le silence de l'atelier de Paul Robérol à Boudreville, engager un rapport de force, faire en sorte qu'il ou elle s'abandonne, l'empêcher de résister par des mots, une plaisanterie, pénétrer l'intimité d'un visage, d'une silhouette, d'une épaule, être un court instant très proche de quelqu'un qu'on ne reverra peut-être plus. Repartir avec une dédicace en arabe de Mohamed Choukri, une anthologie de la poésie japonaise chez Éric Orsena, un négatif rayé par la main de Louise Bourgeois, une litho d'héros ou une photo de soi prise par Alain Cavalier, et puis sortir, épuisé comme après un match de boxe. Pour se confronter à l'exercice du portrait, il faut une commande, car sans elle, difficile de motiver l'autre ou soi-même. La commande comme rempart contre la paresse. Ensuite, quelle excitation et quel plaisir. J'ai eu la chance dans ce cas, même si tous les portraits n'ont pas été faits pour le quotidien, de compter sur la fidélité d'un journal, Le Monde, qui dure depuis plus de 20 ans. Une complicité dans un profond respect mutuel, une confiance rassurante et jamais d'image recadrée, avec aussi une équipe à l'enthousiasme qui perdure, à la mémoire qui traverse tous les ans. Tous ces portraits ont à voir avec la culture, pour quelques-uns la culture de l'engagement, d'où ces quelques pages hommages à des combattants comme Geneviève de Gaulle, Roll Tanguy, le colonel Guingouin ou autre acteur de Sarajevo, d'où ma recherche de la tombe d'un grand correspondant de guerre tombé à Yejima au large d'Okinawa, d'où mon retour à Travailleur et d'Yves Gibault sur le chemin des dames. Ce livre repose sur une accumulation de plaisir, sur un désir de collection, une collection de silhouettes, de lumières, de regards, un monde de portraits, avec dans chacun l'histoire et la fiction. La chronique d'une existence peuplée de rencontres, guidée par une curiosité sans fin, 20 ans de ma vie. Superbe, oui, superbe.
Ouais, c'est une belle introduction. Je vois tout son travail de portraitiste. J'ai eu l'occasion de réécouter une émission, je crois que c'est sur France Inter, dans laquelle il avait été invité et où il raconte un petit peu tout ça, comment il arrivait chez les gens, il visitait les pièces effectivement et qu'il ne travaillait qu'en lumière naturelle. Donc, il cherchait à s'accommoder, à voir quel livre, s'il y avait des livres, s'il y avait d'autres choses, comment il allait pouvoir effectivement donner l'âme un petit peu de la personne qu'il avait à photographier, quoi. Tu peux rappeler les anecdotes là avec les deux fameux Gugus là. Ouais, là il y a deux couple photos. Démoniaque. Ouais. Il a fait le portrait entre autres là de Jean-Paul Riopel et de sa compagne Joan Mitchell. Bon, quand ils étaient déjà séparés, qui vivaient chacun d'un côté de l'Atlantique. Et donc quand il arrive chez Riopel, on sait qu'il est au Canada, donc on lui demande s'il peut passer faire une photo. Donc il n'a pas beaucoup de temps. Et en fait, il arrive chez Riopel et Riopel donc lui propose un coup à boire, donc il accepte. Étonnant de la part de Riopel. Riopel est là et à côté de lui il y a son photographe habituel aussi qu'il présente à Gérard Rondeau. Et après Rondeau est quand même un petit peu pressé et Riopel doit le sentir, il lui propose un autre petit verre. Et là, Rondeau refuse parce que bon, c'est pas tout à fait dans ses habitudes et qu'il veut pas s'éterniser. Et là, Riopel va en jouer, donc il resserre quand même un coup à boire à tout le monde et Rondeau prendra un café. Et en fait, après, Riopel va l'emmener chez un ami, soi-disant pas très loin, mais bon, au Canada, pas très loin, là, c'est 60 km. Donc en fait, il va passer toute la journée et quand il demande si on fait la photo, en fait, ça fonctionne pas, quoi. C'est toujours à remettre un peu plus tard. Donc finalement, Gérard Rondeau fera sa photo seulement en fin de journée. Et il repart et il conclut en disant qu'en fait, il a passé une journée, mais qu'il est quand même content d'avoir passé une journée avec un grand peintre, quoi. Oui, sauf avec un grand peintre, oui, sauf que Riopel, il a fait ça pour lui montrer que c'était Riopel, que c'était pas n'importe qui. Ça le rend pas forcément très sympathique. Non, et après, donc la photo d'après, c'est Joan Mitchell, donc qui a été la compagne de Riopel pendant un bon moment. Et quand il arrive chez Joan Mitchell, en fait, elle lui présente aussi son photographe attitré et elle lui propose un coup à boire. Il accepte et quand elle lui en propose un, il accepte. Et en fait, il dit que il leur demande même. Voilà, il leur demande et en fait 2 heures après, la photo était faite. à se demander si c'était pas passé le mot Riopel et Mitchell. Riopel a dû téléphoner à Michel s'il se pointe chez toi. Offre-lui un coup à boire, toi, il va refuser. Alors après, tu le balades toute la journée, mais manque de pause, c'est pas passé comme ça. Ouais. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés, moi, mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, le pays, le bon Dieu et l'âme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine, un jour cesseront d'user les planchers, peut-être cette semaine. Non, mes souliers n'ont pas foulé Athènes, moi mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné. Félix Leclerc, moi, mes souliers. Oui, inusable chanson de Leclerc comme ses souliers, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'émission Art Racaille consacre aujourd'hui à Gérard Rondeau, un photographe, et pas n'importe lequel, un vrai, un pur, un grand, et dont ma camarade de Piquet-Cou va vous causer de sa biographie et de son œuvre photographique.
Ouais, alors Gérard Rondeau, lui, il est né à Chalon-sur-Marne en 1953. C'est une famille d'instituteurs et c'est une région qui restera très importante pour lui. Il a continué de l'habiter toute sa vie et il l'a photographié à plusieurs reprises ainsi que ses habitants. Donc il rencontre un peu la photographie dans les années 70. En fait, il a la responsabilité des services de l'Alliance française à Colombo, Sri Lanka. Et là, il y a le livre à propos de l'URSS d'Henri Cartier-Bresson qui est dans la bibliothèque de l'ambassade. Et Rondeau va alors renoncer à ses fonctions et s'engage dans la photo. Voilà, il est séduit par la photographie. Il va travailler en autodidacte, d'abord solitaire, il n'a pas de relation, il n'a pas de commande. Et il parcourt la France et s'arrête auprès des campements de gitans. Il voyage à New York. Donc il y a plusieurs phases, un petit peu dans son œuvre. Il y a une série, il y a tous ses portraits, donc il fait des centaines de portraits. En fait, depuis la fin des années 80 jusqu'au dernier mois de sa vie. Donc il fait des portraits d'artistes. Alors effectivement, il a travaillé 20 ans pour Le Monde. Bon, nous, Le Monde, c'est pas forcément le journal qu'on préfère, mais c'est vrai qu'il avait une page où il y avait tous ces portraits d'artistes. Et parmi eux, donc, il y a des peintres, ça va de Louise Bourgeois à Martial Reyes, de Roy Lichtenstein à Paul Rebérol, qui est donc un ami de Rondeau. Il y a des écrivains, il y a Paul Bowles, il y a aussi Jacques Derrida, il y a des musiciens, comme le Quatuor Isaïe, qui l'a suivi sur les plus grandes scènes du monde. Il y a des acteurs, des actrices, mais il photographie aussi des vignerons champenois, des voisins, des anonymes. Alors c'est une liste qui est assez longue et il a toujours un principe, c'est qu'aucun de ses portraits n'enferme son modèle dans une attitude ou une expression qui passerait pour caractéristique ou typique. C'est ce que j'expliquais, il faut qu'il prenne le temps de rencontrer la personne. Et Rondeau ne les arrête pas dans un instant qui serait décisif. Quand il parle de ça, il reprend le vocabulaire de Cartier-Bresson. Et si Cartier-Bresson a déterminé la vocation de Rondeau, il n'a pas eu en lui un disciple. L'instant de l'image, pour Rondeau, n'est décisif qu'autant qu'on le sent lourd de ce qui en a précédé. C'est une histoire qui se déchiffre dans les rides, dans les vêtements, et un sourire, une colère. Ceux et celles que Rondeau regarde sont, quel que soit leur âge et leur situation, des êtres denses, compliqués, que l'on ne peut que supposer poursuivre après par la pensée, quoi. Alors Rondeau, à côté de son travail de portraitiste, Rondeau a photographié la guerre aussi. Il est allé au chemin des dames. Il habite donc Champenois. Il a eu une maison longtemps au pied du chemin des dames. Il était l'ami de l'écrivain Yves Gibault. Et donc il était un peu obsédé par cette Première Guerre mondiale. Et là, celle-là, il l'a photographiée au ras du sol. Il suivait les traces de la guerre dans les paysages qui étaient redevenus presque ordinaires, mais dans les creux, dans les boisements, donc une façon un peu étrange. Il fallait prendre ce temps pour le regarder un petit peu différemment. C'est la guerre à hauteur de soldats cachés dans la terre. Autrement dit, la vraie, pas celle des reconstitutions grandiloquentes. Il est allé en Bosnie, à Sarajevo. Il a plusieurs fois séjourné dans le siège de la ville, entre 92 et 96. Et là, il en a rapporté des livres, Le silence et rien autour, et Oslo Bodanier, et Le journal qui refuse de mourir. Donc là, il n'y a aucune image choc, mais c'est plutôt la vie quotidienne, quoi, la chronique de la peur dans la vie quotidienne. Il y a celle des snipers serbes, il y a celle des obus lancés au hasard pour le plaisir de terrifier, de tuer. Il y a celle d'une rédaction qui refuse que le journal cesse de paraître et qui sert des rouleaux de papier d'imprimerie comme protection contre les balles. Sur le site de Gérard Rondeau, en fait, il y a plusieurs onglets et on peut voir un petit peu à chaque fois les photos là, sur les thèmes dont je parle. Et quand il revenait de ces reportages de guerre, en fait, il confiait rien des risques qu'il avait pris. Et c'est pareil, il a accompagné Médecins du Monde à plusieurs reprises et quand il rentrait, il restait silencieux. Il est allé à Bucarest en décembre 1989, au moment de la chute de Ceausescu.
Et là, il est passé, il explique dans la petite émission que j'avais écoutée, il est passé très près de la mort. Il était dans un hôtel et là, le patron de l'hôtel leur a dit je pense que là, ce soir, c'est bon, quoi, on survivra pas à la nuit. Et en fait, si, ils ont survécu, quoi. Alors, il est allé aussi au Niger, au Bénin, au Kurdistan iranien. Il était donc ami avec Patrick David, qui est le vice-président de Médecins du Monde. Ils ont travaillé ensemble pendant une quinzaine d'années. C'est un ami d'enfance. Et Rondeau était à Bucarest, donc avec Glucksmann. Et quand il rentrait de Roumanie, il avait fait quelques portraits d'artistes roumains. Et là, il y a eu un appel pour repartir. Et Patrick David l'a remmené avec lui, quoi. Il a travaillé aussi autour de l'art, pas mal sur les musées. Alors moi, c'est peut-être pas ce que je préfère en fait dans son boulot quand il travaille strictement sur les prises de vue d'œuvres. Mais c'est aussi un explorateur donc de musées. Il voulait pas du tout faire une anthologie de chefs-d'œuvre, mais il voulait raconter un peu des histoires d'exposition, d'accrochage sur les socles, sur les éclairages. Et pour montrer tout ce qui conditionne la perception d'une sculpture ou d'un tableau, en fait, ce qu'on ne voit pas forcément. Et il a été exposé dans pas mal de lieux. Il est exposé au Grand Palais. Il a été exposé aussi dans des musées à Jakarta, à Buenos Aires, à Lausanne, à Berlin, à New York. Et il a fait un boulot, par contre, que j'aime beaucoup. Moi, c'est tout le travail qu'il a fait autour de la Marne. C'est un amoureux de la Marne, et quand il l'évoque, en fait, il est complètement émoustillé, il est hyper enthousiaste. Et c'est une histoire pour lui qui a duré très longtemps, qui a duré 4 ans. Il est parti à bord d'une péniche, il l'a aménagé en bateau studio. Et lui et son équipage ont descendu le cours de la Marne depuis sa source sur le plateau de Langres jusqu'à sa jonction avec la Seine au niveau de Paris et de Charenton. Et là, sur le pont, face à la caméra, pendant 45 jours, donc les paysages défilaient. Et là, il a rencontré des gens, des riverains, ou des gens qui étaient aussi sur la Marne, des bateliers. Et il y a plus de 200 personnes qui ont évoqué donc leur rapport à la rivière. Donc on peut retrouver un historien local, un architecte, un peintre, un académicien, des gens de théâtre, des riverains, des pêcheurs, des éclusiers, des spécialistes du champagne aussi, ou de l'agriculture, de l'environnement. Voilà, tous les gens se sont prêtés au jeu. Et on peut voir... alors, c'est assez difficile apparemment de se procurer maintenant ce DVD, mais on peut en voir quelques extraits. Donc il a simulé un cadre, il a fait une installation au bout de son bateau, et le cadre représente effectivement comme un tableau, et lui filme à travers ce cadre. Donc les gens sont assis là et se racontent pourquoi ils sont sur la Marne, pourquoi c'est leur vie de riverain. Et après donc il a 2 ans après son ouvrage, donc La Grande Rivière Marne, voilà, il en a fait un DVD, ce qu'on appelle un River Movie. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment très sympa. Surtout que nous, on aime beaucoup la Marne. On l'avait un peu approché quand on avait lu le livre de Kaufmann, Remonter la Marne. Qui est un de ses potes d'ailleurs. Et voilà, et Kaufmann et Rondeau sont très potes. Et dans le livre de Kaufmann, justement, à un moment, ils s'étaient donné rendez-vous tous les deux. D'ailleurs, je crois que Kaufmann appelle Rondeau le Milan noir ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais, tout à fait. Voilà, donc dans son boulot, en fait, Rondeau a 2 exigences. C'est une pratique absolument constante de la photo. C'est sans arrêt, au milieu d'une phrase, s'arrêter, il regarde les lumières, il a un Leica, il a toujours cet œil aguerri. Et il raconte par exemple qu'il aime bien être tout seul, donc s'il va quelque part et qu'il y a une foule, et là forcément il ira du sens opposé à la foule, chercher effectivement le calme et trouver la photo à prendre, quoi. Donc on peut préciser, ce que j'ai oublié de le dire, qu'en fait il n'a travaillé qu'en noir et blanc, et principalement avec de l'argentique. Et c'est effectivement l'intérêt qu'il y a avec ces photos du monde, c'est qu'il n'y a pas de recadrage. Donc ça, c'est quand même important qu'effectivement le journal ait pu lui laisser faire son boulot comme il l'entendait, quoi. Oui, cette façon de travailler sans recadrer, je pense qu'on la doit à quelqu'un comme Cartier-Bresson, quoi. Il y a toute une école après Cartier-Bresson, Doisneau, etc., Le Quérec et machin et compagnie. Toutes les anciens de l'agence Viva, etc., Martine Franck,
qui ne recadre pas, quoi. Le cliché, il est tel quel. Il n'y a pas de. Parce que c'est vrai que quand on recadre, on peut toujours faire des choses plus bluffantes. Mais voilà, un vrai photographe, de mon point de vue en tout cas, et du point de vue de quelques fanatiques du Leica et du non recadrage. Voilà, c'est vrai que ça a beaucoup plus de charme une photo non recadrée qu'une photo recadrée. Il y a des gens nés coiffés, des vernis, des vénards, on est pour eux plein d'égards. Moi je ne suis pas jalouse, heureuse de mon destin, je suis mon petit bonhomme de chemin. Les gens chics sont flemmards, et dès qu'ils se déplacent vers Nice ou Cannes, c'est en Pullman, ils s'en vont promener leur spleen dans des palaces où il y a des jazz et des ziganes. Dans ma péniche, au pont de Saint-Cloud, on n'est pas riche, mais on s'en fout. Tout comme aux régates de Monte-Carlo, je fais du yatin, j'en regardant couler l'eau. Le soir on guinche quand on monte sur le pont, y a des aminches qui jouent de l'accordéon. Moi j'ouvre le bal au bras de mon loulou, dans ma péniche, au pont de Saint-Cloud. À l'heure de l'apéro, c'est au prix du dollar que l'on vous sert dans les bars. Des boissons compliquées qui font faire la grimace, ça ne vaut pas notre mais les casses. Il paraît que c'est la mode et que ça fait très bien de boire des brandis et des whisky, et pourvu que ça porte un nom américain, c'est le dernier chic, le cri de Paris. Dans ma péniche, au pont de Saint-Cloud, on n'est pas chiche pour boire le coup. Pas besoin de barman ni d'état de mixture, on vide son verre sous l'œil de la nature. Tous les copains y viennent en chandail, prendre un coup de blanc et non pas des cocktails. Pour la belote, on s'y donne rendez-vous dans ma péniche, au pont de Saint-Cloud. Dans ma péniche, au pont de Saint-Cloud. Voilà, c'était Lina Margy dans ma péniche. Open Saint-Cloud, c'est Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans mettre, sans pub, l'émission à racaille, qui vous cause de plus de Gérard Reuter, un grand photographe. Oui, grand, oui, on dit ça. Un photographe qui a fait des belles photos. Et particulièrement dans ses portraits, je n'ai pas eu le temps d'en parler puisque ma camarade a monopolisé le micro. Elle aime beaucoup un portrait de Jean Mecker, dit Jean Amila, un auteur de polar noir. Non mais, oui, c'est vrai que c'est assez curieux comme photo. Voilà, il y a un mec qui a été remarqué par Gilles et Raymond Queneau, puis par Marcel Duhamel pour la série noire. Il écrira sur le pseudonyme de John ou Jean Amila. Alors, il y a La Lune d'Omaha en 64, Les Noces de Souffle, toujours en 64, Pitié pour les rats, toujours en 64, 3 bouquins dans l'année, c'est pas mal, hein. Le Boucher des Hurlus, 82, etc., etc., etc. Alors, lui, Rondeau, il va chez lui en hiver 85, et il le trouve dans sa petite maison, fin fond la foi de Fontainebleau. Partout dans la cuisine, en vrac, des boîtes de conserve, certaines ouvertes, d'autres fermées. Et Jean Mecker qui sourit, on le voit là, il a l'air vraiment curieux. Il a des très belles mains, d'ailleurs très fines. Il a une espèce de gros pardos, un gros poule dessous, on dirait qu'il a des chaussures, c'est des chaussures comme je les aime, là, c'est des... Comment c'est... Vous avez ces chaussures? Ouais, moi j'aime bien la présence qu'il a, il est assis là, il est très digne et sans fioriture justement. Non, aucune fioriture. Oui, c'est ce que disait Piquet-Cou. Si vous voulez, c'est très étonnant ces portraits parce que on sent pas la pose, on sent pas le truc. Enfin, c'est très comment dirais-je dans l'habitude qu'on a de voir des portraits de photographes, même chez les plus connus, etc. Il n'y a pas cette espèce de
il y a quelque chose de différent chez lui. Voilà, c'est pas la pose, c'est pas la recherche absolue d'un truc original, etc., etc. Il y a une sorte de naturel, mais c'est pas vraiment du naturel, hein, mais bon, ça donne l'impression d'un naturel. Oui, c'est comme si c'était pas des portraits, quoi. Voilà, c'est pour dire les choses un petit peu. Il y a cette femme aussi, je crois, à la fin du bouquin, là, qui était la secrétaire de Gide. Ouais. C'était une femme à tout faire et qui est devenue secrétaire de Gide et qui a fini par écrire des bouquins. Ouais, c'est Gide qui l'a encouragée à écrire des bouquins et elle a eu énorme succès. C'est elle qui a écrit les Ceux sous la lune, là, non. Non, le prêtre mort. Oui. Léon Morin, prêtre, voilà, c'est ça. Qui a été un prix Goncourt en 1950 et quelques, je crois, un truc. Non, une femme de ménage, hein, voilà. Et Gide, c'est là qu'on reconnaît les mecs qui ont quelque chose dans le. Bon, bref, je ne vais pas jouer les bêtes chaudes non plus. Bon, alors moi, je vais vous causer de la fine équipe Robérol Rondeau. Oui, c'est quand même grâce à Robérol qu'on a découvert Gérard Rondeau. Ouais. Et disons que quand on connaît un petit peu, à Robérol, on suit son travail depuis un moment, on commence à le fréquenter, même post-mortem, assidûment. Voilà, c'est vraiment le vieil ours. On sent qu'il est pas franchement. Surtout, et ce qui est le fait extraordinaire, c'est que il a supporté que Rondeau le filme pendant un certain temps dans son atelier en train de travailler. Et là, les artistes qui autorisent des choses comme ça, ils sont vraiment très rares. Essayer de trouver des DVD d'artistes en train de travailler, surtout pendant presque une heure et demie, quoi. C'est assez rare. Hein. Alors, il l'a suivi, je dis dans son atelier, là, dans sa scierie, là, à Boudreville. En Bourgogne, hein, c'est ça. Ouais, Boudreville, une scierie, un bel atelier, hein, vachement sympa. Voilà, et puis il l'a suivi aussi dans ses pérégrinations, dans les musées, en Italie, parce que Robérol sculptait aussi, et il allait en Italie, si vous voulez, pour mettre au point ses sculptures avec les fondeurs et tout ça, voilà. Donc, et puis il travaillait même sur place en Italie, dans les ateliers, dans les fonderies et tout. Il a visité les musées aussi en Italie, les offices, tout ça, machin, et il faisait ses commentaires. Vous voir, c'est quand même un numéro. Hein. Et il a un œil très, très, ouais, il sait regarder, voir les détails importants. Il fait tout un petit laïus sur une goutte d'eau sur la peau de Rubens, voilà, en expliquant les trois couleurs, le gris, le rouge et puis je sais plus quoi, qui rentrent dans la composition chromatique de la couleur, de la goutte d'eau. Et il dit voilà, c'est que des artistes de cette comment dirais-je, aussi importants que ceux capables de faire une goutte d'eau de cette manière. Enfin voilà. Et il a quand même, il adore évidemment le radeau de la Méduse. Géricault, il aime il y a des Titiens, etc., etc. Il en parle d'une manière vraiment érudite, et puis on sent que, voilà, c'est pas le mec, c'est exactement, si vous voulez, il semblerait que sa peinture ou sa sculpture soit tellement loin des canons classiques, mais par contre il connaît ses classiques sur le bout des doigts, comme on dit. Il sait en parler, il sait voir, il sait vous montrer, il sait vous emmener aussi, parce que bon, ces artistes-là, encore cultivés, je pense que c'est de moins en moins le cas, mais encore cultivés, universels en quelque sorte. Voilà, et Gérard Rondeau, dans son film, il rend bien compte de tout ça. Voilà, depuis peu avant sa mort, d'ailleurs, il le filmait encore. Il faut voir Robérol dans son atelier. Robérol est handicapé, il avait une jambe folle. Alors donc, il avait aussi... Mais il arrivait à marcher quand même. Enfin, quand il était fatigué, il se mettait sur un fauteuil roulant, autrement il marchait. Mais il faut le voir s'attaquer à des formats immenses qu'il mettait au sol de son atelier. Et là, il a un survêt, des godasses, tout ça, c'est plein de peinture. Et pour lui, le moment le plus merveilleux, c'est quand il entrait le matin dans son atelier. Un grand atelier comme ça qui devait être glacial. Alors il avait un poêle pour chauffer, on le voit couper des bouts de bois pour mettre dans son poêle. Enfin bon,
Non, c'est quelque chose ce témoignage, ce document est complètement extraordinaire sur Roberol, et il n'aurait fait que ça dans sa carrière, mais il n'a pas fait que ça, il en a fait des tonnes et des tonnes, mais il aurait fait que ça dans sa carrière, ça aurait été déjà quelque chose de très très important, voilà, en tout cas pour nous, pour les gens comme nous qui aimons, si vous voulez, fréquenter les artistes derrière leur travail, quoi, derrière leur toile, aller voir un peu l'envers du décor, parce que l'art, ça se fait pas dans des conditions toujours idéales, c'est pas quelque chose qui naît comme ça spontanément, et on voit très bien filmé par Rondeau, le travail, si vous voulez, au fusain sur le format avant la mise en couleur, etc., etc. On voit les hésitations, on voit les choses que normalement les artistes n'aiment pas qu'on voit, justement. Voilà. On peut dire que Roberol est un autodidacte. Il n'a jamais été aux Beaux-Arts, il n'a jamais fréquenté d'école d'art. Et donc, ça se ressent un peu dans son dessin, parce que c'est pas un dessin c'est pas Michel-Ange qui dessine, hein, ni Léonard de Vinci, mais il arrive à rendre tout ça crédible, évidemment, en travaillant après, comme il dit, des fonds qui sont apparemment tout simples, mais comme le dit Roberol, mes fonds c'est la base de son travail. Si le fond est pas bon, il peut rien faire dessus. Voilà. Enfin, et tout ça, c'est photographié par quelqu'un. On sent qu'il y a une sensibilité d'artiste, quoi. Rondeau, il filme pas comme un photographe, il filme presque comme si lui-même était en acte de création picturale. Voilà, il sait poser son objectif au bout du pinceau de Roberol ou au bout de son seau de peinture qui déverse sur son format, etc., etc. Ces tripatouillages à main nue. Non, mais faut voir. Hein, et là, en même temps, on apprend la peinture, on apprend le geste du peintre, on apprend son cheminement parfois difficile pour arriver à concrétiser une œuvre. Voilà. Et comme le dit Roberol dans ce film, quand Rondeau lui pose, parce que Rondeau lui pose aussi des questions, par exemple, tiens, t'as jamais peint la neige ou des choses comme ça. Et Robert, non, j'y suis jamais arrivé. Voilà, c'est ça aussi, on reconnaît un grand artiste. Voilà, son impuissance à faire des paysages de neige, alors qu'il aimait énormément la nature. Ouais. C'était un homme de nature. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Roberol était pote aussi avec Riopelle. Donc, ouais. Ah oui, alors, oui, il était très pote avec Riopelle. J'ose pas imaginer les soirées entre eux. Ça devait être quelque chose de terrible. Voilà. D'ailleurs, il est allé au Canada avec Riopelle parce que Riopelle l'a invité. Ils sont allés à la pêche au saumon au Canada parce que Roberol était vraiment un homme de la nature. C'était un braconnier aussi. Il connaissait les bons coins à truite dans la petite rivière qui passerait pas loin de Boudreville, de son atelier. Là, il allait chatouiller la truite sous le ventre. Voilà, les gardes-pêche le connaissaient, mais lui, il connaissait aussi les gardes-pêche, donc il s'est jamais fait prendre. Et si vous voulez, il a des peintures de paysages qui sont quasiment, on dirait qu'il a découpé un paysage et qu'il l'a collé sur une toile avec toutes les matières qu'il y a dans la nature, quoi. C'est des choses invraisemblables, mais je vous dis, des formats colossaux. D'ailleurs, si vous êtes artiste et si vous fréquentez Marin, là, dans la banlieue parisienne, à côté du Kremlin-Bicêtre, là, c'est Arcueil. Ouais. Vous allez à Arcueil à la Mecque, là, vous voyez, il y a un grand tube en l'air, là, sur un panneau. Ça, c'est chez Marin. Et la famille Marin, père et fils, étaient des amateurs vraiment de Roberol. Et d'ailleurs, j'ai un petit livre, là, Roberol ou le journal d'un peintre, que m'a refilé gentiment, comme je baillais des ronds de chapeau devant une toile de Roberol qui est dans l'escalier, des établissements marins, une énorme toile. Alors, je connaissais pas le jeune responsable, jeune marin.
il me voit bailler au Corneille devant ce truc, il me dit ça vous plaît. J'ai commencé à... Ben, il dit venez dans mon bureau. Non, dans son bureau, je suis dans son bureau. Et là, il m'a filé, il m'a offert, si vous voulez, ce bouquin sur Robert-Roll par Gérard Rondeau, ce sont toutes les photographies, si vous voulez, qui concernent le film, voilà. En fait, il y a eu le film a été fait et le bouquin est sorti après. Et en fait, c'est même encore plus sympa parce que quand il t'a fait venir dans le bureau, le bouquin n'était pas sorti. Il a pris tes coordonnées, il a dit dès que le bouquin sort, je vous l'envoie, et il a tenu parole. C'était vraiment sympa. Ouais, j'ai dit, il m'a oublié parce que je l'ai pas reçu tout de suite. Hein. Je l'ai reçu quelques semaines après. Et là, vraiment, j'étais étonné. Voilà, il y a encore des gens qui ont une parole, qui ont. Je pense que ce jeune homme, il faut voir aussi chez Marin, vraiment on peut faire des affaires quand on est fauché. Il y a des fois des deals pour s'acheter des châssis, acheter de la toile pas chère, etc., etc. C'est quand même, je pense que ils font vraiment un travail. On sent, c'est toujours le même personnel. Il y a pas un tournevis là-dedans, voilà, comme dans toutes les boîtes pourries actuelles. Non, c'est vraiment une. Si vous êtes artiste, vous connaissez pas Marin, ben, allez-y, hein, vous serez séduit. Mais enfin, en même temps, c'est un truc on craque de la maille, hein, surtout quand on en a pas. Et voilà, bon. Marin, oui. Et là, dans le petit bouquin, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'amour de Robert-Roll pour Titien. Et il y a une photo, on le voit. Enfin, dans le film, on le voit parce que c'est dans une église, je me souviens plus laquelle. C'est à Venise, oui, dans l'église des Jésuites, voilà. Et il y avait des réparations et tout, donc il y avait des palissades devant les œuvres. Alors, on voit Robert-Roll, et c'est assez touchant d'ailleurs, parce qu'il est quand même handicapé. Il essaie de mettre le nez par-dessus les palissades pour voir un Titien derrière. Il fallait mettre un peu d'argent dans une espèce de truc d'urne, là, pour que ça s'éclaire, voilà. Et ben, c'est vraiment un truc. Et là, il commence à parler du Titien. Ah, là, il est complètement ébloui, alors qu'on voit rien, mais enfin bon. Et là, on le voit aussi, si vous voulez, quand il fait Prométhée, il y a une sculpture gigantesque qui avait été commandée par l'EDF, là, d'un Prométhée. Et là, on le voit dans les fonderies Bonvicini à Vérone, en 97, en train de tailler dans le plâtre avec une hache. Là, ben, c'est un cas, hein, Robert-Roll, mais et ce cas, il est tellement bien compris par le photographe, par Gérard Rondeau, vous voyez qu'on peut pas, voilà, avec même la photo de couverture, moi je l'aime beaucoup aussi là. Ouais. Voilà, oui, la photo de couverture, il est de face avec une chemise un peu lâche, quoi, voilà, il a une poche, la poche gauche qui est bourrée de je sais pas quoi. Il a toujours des mouchoirs gigantesques aussi, pour se moucher ou pour nettoyer un bout de la toile qui est... Ah oui, parce que il y a les accrochages aussi, ils sont filmés. Particulièrement avec l'espace Robert-Roll à... Je vous ennuie peut-être, camarades auditrices, auditeurs, faut le dire, téléphoner, il me fait chier, qu'il arrête un peu, qu'il passe la parole à sa copine. Bon, oui, à Émoutier, là, il y a un espace Robert-Roll, on vous en a déjà parlé dans cette émission, où on va de temps en temps. Et il y a eu l'accrochage, si vous voulez, de cet espace justement, pour faire, comment on dit, l'inauguration. Voilà. Et on le voit là, à un moment, il y a une espèce de toile qui fait 4 mètres sur 3, et puis il repère en bas, c'est une petite tache quelque chose, alors il est sur son fauteuil roulant, on va sortir un immense mouchoir, il crache dessus pour essayer d'essuyer le voilà, c'est ça Robert-Roll aussi, c'est ça, c'est un appétit de la vie formidable. Il était marié avec Papou, qui était un ancien modèle de Matisse, une belle plante, comme il disait, enfin bref. Voilà, tout ça c'est filmé, c'est photographié par Gérard Rondeau, et je dis c'est quelque chose, si vous pouvez vous procurer ce petit livre, il coûte 19 €, voilà. Merci pour le cadeau, monsieur Marin, parce que 19 € quand même, ça compte, hein, c'est quelque chose. Hein. Et plus l'envoi, hein, plus bon. Et le DVD, ça, vous pourrez passer un bon moment, et vous le repassez un bon moment, et encore un bon moment. Ça donne envie de vivre quand on voit des choses comme ça, qui sont, encore une fois, qui sont le travail d'un photographe, d'un clic-clac Kodak. Hein, pour dire que les photographes
que c'est pas vraiment les gens que j'aime, puisque je les ai fréquentés pendant un moment, et je dois dire que ça peut être vraiment des chiasses, comme le Ribou, là, qui vient de la glisser, là, qui était famille Ribou. Vous voyez, c'est pas une famille de pauvres, hein. C'est des mecs qui se prenaient pas pour des rien du tout, hein. Ils auraient pas l'espèce de modestie, en quelque sorte, de Gérard Rondeau. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ce qu'on ressent, hein, quand on voit un petit peu, quand on voit son boulot, tout ce qu'il a fait, quand on voit un petit peu sa vie. J'ai oublié de mentionner aussi qu'il avait fait un livre sur la cathédrale de Reims. Il a longtemps habité devant la cathédrale, et il y a un petit bouquin avec la cathédrale et son bestiaire. Et c'est pareil, c'est très 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 bien de voir toutes ces gargouilles, toutes ces formes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il sait mettre un style différent. Par exemple, là, le Robérol, la tête est un petit peu coupée en haut, mais il va pas faire ça systématiquement. Non. Des fois, ça va être flouté. Les gens vont être de face, de profil, en habit ou pas. Enfin, et c'est ça qui est bien, c'est effectivement de se voir qu'il sent la personne qu'il a en face de lui, quoi. Absolument. Et si vous voulez, c'est presque emblématique, le travail qu'il a fait avec Robérol, emblématique de son œuvre en général, évidemment. Voilà, parce que là aussi, ses portraits, quand il filme, il fait des portraits aussi en filmant, et c'est toujours des angles, qui semblent complètement naturels, mais qui en fait, c'est le résultat d'un regard, d'une sensibilité, d'un travail sur la lumière, sur les formes, c'est ça pas un grand photographe, enfin un artiste, c'est une sensibilité d'abord, Gérard Rondeau, pour pouvoir donner à regarder, à comprendre les gens qu'il photographie ou qu'il filme. Ouais. En 2015, en fait, était sorti un de ses derniers bouquins qui s'appelle « J'avais posé le monde sur la table », qui était un petit peu une rétrospective. Ouais. On n'imagine pas, mais quand Pichécou a commencé à m'énumérer tout ce qu'il avait fait, tout ce qui, etc., j'étais complètement abasourdi, parce que moi j'étais resté, si vous voulez, sur ce travail sur Robérol, et puis mais non, c'est quelqu'un qui a fait une somme de portraits, etc., 20 ans de collaboration avec Le Monde, qui lui commandait évidemment des portraits, etc., qui faisaient parfois des unes entières, hein. C'était, ça devait être dans Le Monde du dimanche, je pense. Non, moi j'ai l'impression que dans le journal Le Monde, dans le quotidien, il y avait la dernière page du journal qui était à chaque fois consacrée à une personnalité. Ouais, d'accord, ok. Et on voit des pages un petit peu froissées qui ont été reproduites dans le bouquin. Ouais. Alors je crois qu'il a travaillé 2 fois en fait en numérique seulement, quand il a fait un livre sur le Louvre et sur le musée du Quai Branly. Sinon, effectivement, c'était que de l'argentique, que du noir et blanc, avec ce qu'il disait un peu cette prise de risque. Il pensait qu'il y avait plus de prise de risque avec l'argentique, où effectivement on ne voit pas déjà le résultat tout de suite, où il faut l'imaginer, quoi. Ça dépend aussi du tireur, ça dépend de beaucoup de choses après, hein. Ça dépend aussi de la qualité du papier. Normalement, c'était des papiers normalisés, mais bon. Et il travaillait sur des papiers qui étaient à l'époque des papiers assez de très très bonne qualité, hein. Je me souviens plus les noms des papiers. À un moment, je connaissais que ça, maintenant, je ne me souviens plus. Vous avez entendu cette voix un peu? Mais non, on a notre auditeur Daniel qui voudrait acheter le DVD sur Robérol et le bouquin, donc il faut que je regarde un petit peu. C'est possible encore de les commander dans des librairies? Ah oui, bien sûr, je pense, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ça part d'un bon sentiment, hein, je dois dire. J'ai bien l'impression comme ça que je parle pas dans le film. Et tout de suite, sur Radio Libertaire, la voix, vous entendez, sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'émission Arakaï, ça fait c'est beaucoup concernant Gérard Rondeau, que c'est fini, hein, et que c'est maintenant ma camarade Pichécou, gentil camarade, je dois dire, hein, qu'elle est pas toujours en train de m'embêter, qui va vous parler des expos. La liste est de plus en plus longue. Un jour, on va pouvoir faire carrément une émission sur les expos. Ouais, surtout qu'en plus, on vient de trouver un petit bouquin, enfin nous on n'est pas des rapides, hein, qui s'appelle l'officiel des galeries et des musées. Donc là, je crois qu'on va pouvoir encore en rajouter. Oui, tout à fait. Alors sinon, dans les expos qu'on avait retenus, donc il y a toujours notre copine Chuchu qui est à Publico. Alors pour ceux qui ne sont pas encore passés à Publico, c'est l'occasion d'aller voir
une tapisserie, des gravures, des collages et des broderies. Et puis en même temps de farfouiller dans les bouquins de Publico. Mais ça, je te laisse, je n'empiète pas sur ton terrain, t'inquiète pas. Ah non, je m'inquiète pas. Au contraire, si tu peux faire mon boulot, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis pour que tout le monde participe au maximum. Alors par rapport à l'émission qu'on avait fait la semaine dernière sur les femmes en résistance, il y a toujours l'exposition mémoriale de la Shoah, 17 rue Geoffroy-Lanier, c'est vers le métro Hôtel de Ville. L'exposition est prolongée jusqu'au 23 octobre. Il y a une exposition à la mairie du 13e, c'est place d'Italie, c'est la 85e exposition du Cercle des Gobelins. C'est jusqu'au 14 octobre. Donc il y a des peintres, des dessinateurs, des graveurs qui exposent. Et en même temps, il y a 2 invités d'honneur, je crois. Il y a Jean-Claude Mézières qui fait de la BD et Olivier Granson. Ouais, et des sculptures aussi. Voilà, il y a des sculptures. On a eu des nouvelles du musée Eugène Carrière, un musée qu'on avait découvert l'année dernière. Il y a Sylvie Legracier, qui est la conservatrice de ce musée, qui maintenant nous envoie un petit peu d'infos. Donc il y a une nouvelle exposition qui va commencer le 9 octobre, avec un vernissage le 8 octobre à 16h. C'est Célébrités de la belle époque de Clémenceau à Verlaine. Donc le musée Eugène Carrière, il est 3 rue Ernest Pêcheux, c'est à Gournay-sur-Marne, c'est pas très loin des bords de Marne justement. Ouais. Et c'est une exposition qui durera jusqu'au 19 mars. Et justement, sur ces bords de Marne, si vous avez un petit creux, après l'expo, il y a une pizzeria qui est assez sympa. Ouais, il y a une grande pizzeria qui est bien, ouais. Et puis on peut y aller à pied, sur les bords de Marne. Oui, enfin, on peut partir de Joinville, de Nogent, de Paris. Tout le monde n'a pas les jambes de Piquet-Cou, parce qu'elle fait tout à pince. Il y en a pour une journée de marche, aller-retour, enfin bon, ça la freine pas. Ouais, alors c'est un musée, il faut que je précise quand même, qui n'est ouvert que le dimanche après-midi de 14h à 18h. Mais on peut aussi prendre rendez-vous avec la conservatrice et il y a des ouvertures sur rendez-vous. On a reçu un petit mot de la graveuse qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Agnès Dubard, qui travaille sur l'île, qui a fait des études à Bruxelles. C'est celle qui imprime qui fait des gravures qui font 1,50 m ou 2 mètres de long. 3 mètres, oui, tu veux dire. Elle exposait ce week-end à Lille lors des journées portes ouvertes, mais elle vient sur Paris. Et avec 9 graveurs, ils vont exposer à la galerie Goutte de Terre. C'est dans 4 rue Bafroid, dans le 11e arrondissement. Ah bon, j'avais marqué Goutte à Goutte. Oui, je me suis trompée, mais c'est Goutte de Terre. D'accord. Il y a un vernissage qui est le 6 octobre, donc c'est jeudi à 18h. Une exposition qui durera, elle, jusqu'au 26 octobre. Ouais. On a retenu aussi au Mouba à Tourcoing, donc le musée Eugène Leroy, une exposition qui commence le 8 octobre jusqu'au 8 janvier. Ce sont des affinités électives, donc c'est des mises un peu en parallèle avec les collections permanentes du musée. Oui, ils font souvent ça là-bas, je crois. Oui, ils font souvent ça et c'est pas trop mal. Non, c'est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pareil, c'est un musée, on peut aller jusqu'à Lille. Après, il y a le métro qui nous emmène jusqu'à Tourcoing. C'est assez facile, c'est assez tranquille. On avait noté aussi, alors ça c'est plus dans les expos, mais qu'il y a 2 nouvelles émissions sur notre radio. Il y a une émission qui s'appelle Au Café de la Page, c'est le premier dimanche de chaque mois, de 14h à 15h30. Et il y a le Guimboiseur, ce sont les 2e et 4e vendredis du mois, de 16h à 17h30. Donc le Café de la Page, c'est une émission culturelle. Et le Guimboiseur, c'est autour de la culture antillaise. Ouais, la culture créole, d'accord. Et j'ai noté aussi quelque chose. Ah bon, c'est pas fini. Voilà. Non, c'est un mail que j'ai reçu. C'est à Romainville. C'est quel jour ? C'est à Romainville. Voilà, c'est Franck Lepage qui fait une conférence qui s'appelle Inculture 2. Et c'est Place des Fêtes et c'est vendredi soir à 19h. Et les conférences gesticulées de Franck Lepage, c'est un petit bonheur parce que alors ça dure 3h30 parce qu'il y a un entracte, mais voilà, il tient la scène sans problème. Et là, il va raconter dans Inculture 2 comment on veut pas que les pauvres apprennent aussi vite que les riches. Et il y a toute une conférence sur l'éducation avec plein de références et c'est vraiment un petit bonheur. Moi, je l'avais vu il y a déjà quelques années. Je pense qu'il a même dû enrichir son texte depuis. Bien sûr, oui, ça est vraiment. Et puis, de toute façon, vous pouvez le voir sur le net. Il y a des conférences qui sont
visible sur le net. Oui, celle-ci, on peut la trouver, mais c'est vrai que quand on a Franck Lepage en face de soi, c'est c'est quand même encore plus jubilatoire. Oui, le live, c'est toujours Ouais. plus... Bon, c'est bien. Bien, et puis dans le culturel de la semaine, on n'a pas grand-chose. Les Femmes de l'ombre de Jean Salomé en 2008. Alors, c'est un peu décevant, d'une certaine manière. On pensait avec ma camarade que ça serait quelque chose qui serait proche de ce dont on vous avait parlé la semaine dernière, sur Femmes en résistance. Mais bon, voilà... D'abord, c'est une histoire qui est complètement barjot. Il y a des héroïnes qui ont existé, mais l'histoire est tellement loin de la vérité. Ça a été tellement, comment dirais-je, mais sans intérêt d'ailleurs, trafiqué que bon. Ouais, enfin, nous on l'a regardé, on n'a pas peiné. Ça dure 12 heures, ça ne nous a pas. On a pleuré quand même. On s'est pas ennuyé. C'est quand même, il y a de l'action, il y a tout comment Sophie Marceau, qui est chef de ce groupe de femmes qui travaille au SOE, là, qui est service d'espionnage monté par Churchill, doit recruter 4 femmes pour faire évader un géologue qui est dans un hôpital allemand. Bon, voilà, il y a toute l'histoire de ces femmes, comment elles vont réussir leur mission, en avoir d'autres. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que à la fin, on apprend que c'est inspiré de l'histoire d'une résistante. Alors, en fouillant, on a vu qu'il s'agissait de Lise de Bessac, qui était morte après à 98 ans, mais c'est pas vraiment précisé dans le texte, dans le générique. Moi, j'avais lu un livre de Ken Follett qui s'appelait Le réseau Corneille. Et c'est pareil, c'est fortement inspiré dans le scénario de ce bouquin. Il n'y a aucune mention de Ken Follett non plus sur le générique. Bon, après, voilà, on peut aussi le regarder parce que ça regroupe quand même des personnages, des femmes de la résistance, qui ont existé globalement un peu partout. Oui, mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu... Il y a quelques incohérences. Oui, imbuvables, comme le suicide d'une de ces femmes, qui semble assez invraisemblable, pas le suicide, mais la manière dont elle se suicide, voilà. Autrement, bon, pour le reste, c'est crédible, mais quand on connaît la véritable histoire, moi j'aime bien, en tout cas, vous voyez, parce que, par exemple, quand Guédiguian a fait l'affiche rouge, il n'a pas trafiqué, il a vraiment, je pense, en tout cas, suivi l'histoire sans y apporter, si vous voulez, des fantasmes personnels, quoi, sans ajouter ça. Voilà, ça manque un peu de sincérité. Ouais, c'est l'Armée du crime, le film de Guédiguian sur l'affiche rouge. Voilà, bon, écoutez, on peut pas faire bien toutes les semaines. Hein. Voilà, c'était le seule chose de culturel de la semaine, enfin pour nous, parce que bon, comme je vous dis, on est parti à la découverte de Fécamp, du pays de Caux et des falaises. Ça nous a occupé pas mal de temps. Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar,